Qu'on habite en ville ou en région, que la fratrie soit immense ou qu'on ait un seul enfant, qu'on soit une famille nucléaire, recomposée ou solo-parentale, qu'on ait un animal de compagnie, des allergies ou un monstre qui habite sous le lit, toutes les familles vont, un jour ou l'autre, se retrouver dans une situation qui implique des enfants et des écrans. Déjà qu'être parent, c'est pas facile, les écrans viennent ajouter un niveau de difficulté dont on se serait bien passé. La gestion du temps d'écran, Myriam est en plein dedans. Elle a un fils de 4 ans, Xavier, avec son conjoint Rico. Ils ont également chacun un ado d'une union précédente. Myriam est très honnête. Ils ont laissé beaucoup de place aux écrans dans la vie des enfants. Ça s'est fait tranquillement, puis maintenant, Rico et elle souhaitent diminuer le temps d'écran du plus jeune. Et puis tant qu'à y être, le leur en même temps. Vous vous en doutez, ce sera pas facile. Pour épauler Myriam dans la transition de sa famille vers la diminution du temps d'écran, on rencontre Ariane Hébert, psychologue qui intervient auprès des familles et qui a écrit des livres qui traitent de thématiques diversifiées comme le TDAH, l'anxiété, la parentalité, les émotions, la gestion des écrans et plus encore. Dans chaque épisode, en compagnie d'une famille différente, on s'attaque à des défis que vivent la plupart des familles au quotidien. Avec un ou une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solution, mais plutôt des pistes d'amélioration. Je m'appelle Gabrielle Caron, humoriste, autrice, podcasteuse et surtout maman. Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de naître et grandir. Dans cet épisode, on aborde le grand sujet qui est la gestion du temps d'écran. Alors bonjour Myriam, aujourd'hui on va parler de gestion des écrans. Myriam, comme bien des parents, la gestion des écrans te donne du fil à retordre dans ta famille. Alors, tu es préoccupée par le temps que les membres de ta famille passent devant les écrans et en particulier le plus petit, Xavier, qui a 3 ans. Oui, c'est ça. Vraiment, oui, c'est un enjeu chez nous, puis on essaie de corriger la chose, mais c'est pas toujours facile. Veux-tu nous présenter un petit peu ta famille au départ? Oui, bien sûr. Donc, on est une famille moderne reconstituée. Donc, mon conjoint, il a un fils de 16 ans, plus vieux, d'une autre union. Moi, j'ai un fils de 13 ans. Donc, 2 ados plus vieux à la maison. Puis, ensemble, on a eu un enfant, Xavier, qui a 3 ans, bientôt 4 en fait, là. Puis, c'est ça. Puis, je vais peut-être juste mentionner quelque chose par rapport à Xavier, parce que ça a peut-être un peu rapport aussi dans les interventions, mais il y a un retard de développement. Généralisé surtout au niveau du langage, mais c'est ça, c'est quand même, il y a peut-être 1 an là, de retard. Fait que, tu sais, au niveau cognitif aussi, dans sa compréhension des choses, des fois, ça peut être un enjeu aussi pour nous. Déjà, on voit une amélioration dans sa compréhension, mais des fois, c'est difficile justement d'y expliquer qu'il peut pas écouter la télévision. En tout cas, c'est... Il y a un défi supplémentaire. Oui, c'est ça. Je relié à ça. Fait qu'il va avoir 4 ans dans 2 semaines, mais c'est ça, c'est comme si, on dit, c'est comme s'il y avait 3 ans, en fait. Là. OK, je garde ça à l'esprit. C'est bon. Mais écoute, d'abord, là, je veux te remercier de venir ici, de parler de ça. Je sais que ça peut être extrêmement difficile parce qu'en tant que parent, c'est facile de se sentir coupable par rapport à ça. Tu sais. Avouer de façon très honnête, dire, ben, on l'a échappé, on a de la difficulté, on a besoin d'aide. C'est quelque chose que je salue de ta part, puis je suis certaine que ça va aider d'autres parents. Fait que merci pour ça. Ça fait plaisir. Dis-moi, depuis quand tu constates que les écrans ont pris trop de place dans la vie de Xavier? Je dirais que ça fait une bonne année. Parce que c'est bon, sa première année, il n'en écoutait pas. Là, à 2 ans, il écoutait un petit peu, mais tu sais, c'était pas... C'est ça, je trouvais pas que c'était problématique, puis il demandait pas tant que ça à ce temps-là. Mais là, à partir de 3 ans, là, donc ça fait à peu près 1 an, là, il demande plus. Puis c'est ça, puis il fait des crises pour les rares fois qu'on lui disait non au départ, je dirais, là. C'est ça, puis là, ça l'a juste amplifié, là, ses demandes, ils ont comme augmenté. Fait, au début, je pense, dans ma tête, c'était pas problématique, là, mais c'est ça, ça a juste augmenté puis amplifié. Puis là, à un moment donné, c'est ça, je dis là, c'est trop, puis nous, on avait de la misère à dire non, on voulait pas qu'il fasse de crise.
Fait que c'est ça. Fait que je dirais au moins 1 an, là. C'est sûr que c'est des défis supplémentaires quand on est face à une crise, puis que ce soit pour les écrans ou pour d'autres choses. Hein, ça prend de l'énergie pour lutter contre la crise, puis des fois, on n'a pas toujours cette énergie-là. Là. Ça serait tellement facile s'ils disaient « Oui, d'accord, maman. » Oui, c'est ça. C'est sûr que... Puis, des fois, même, c'est même pas... C'est juste d'anticiper qu'on se dit « Va faire une crise », puis là, j'ai pas l'énergie pour ça. C'est un des problèmes, justement, qui a fait que, justement, il s'est mis à écouter beaucoup de télévision. Là. C'était surtout la télévision, lui, là. Oui. Oui. Puis dirais-tu qu'il y a des moments clés, tu sais, des moments où systématiquement, il va se demander la télévision ou il va se retourner vers le téléviseur pour se désennuyer ou s'occuper? Ben là, on est en train d'essayer quand même d'améliorer un peu. Mais je dirais, dans le pic, là, où c'était le pire, c'était vraiment... c'était presque tout le temps. Il le demandait en se levant le matin. C'était pas systématique parce que, dans le fond, aussi, notre approche à ce moment-là, c'était pas... Tu sais, on l'assoyait pas devant la télé, mais s'il le demandait, on lui ouvrait. Ça s'est fait graduellement, mais quand ça a été vraiment le pire, c'était vraiment... C'est ça, il se levait le matin, il nous demandait d'écouter la télévision. Quand il revenait de la garderie, il nous demandait d'écouter la télévision. Fait que c'était tout le temps. C'était tout le temps. Ouais. Puis, peux-tu me donner une image ou une idée, en fait, de l'horaire de Xavier? Tu sais, mettons, entre le moment où il se lève puis le moment où vous quittez pour la garderie ou en soirée, il y a combien d'heures à la maison, là? C'est ça. Donc, le matin, je dirais qu'il se lève vers 6h30. Moi, je me lève avant pour boire mon café tranquille, là. Mais c'est ça. Puis après, on part. Là, il y a quand même eu des changements, là, mais dans ce moment-là, on partait vers 7h30. Il n'y avait pas tant de temps. Fait qu'il y avait 1 heure à peu près, ouais, incluant la préparation, le déjeuner puis tout ça. Oui. OK. Puis au retour de la garderie, par exemple? Là, il y avait plus de temps. Fait que là, on arrivait environ vers 4h30, on arrivait à la maison. Puis là, ça, c'était le pire aussi. C'est là aussi que nous, on abdiquait plus facilement parce que justement, c'est l'heure de faire le souper puis tout ça. Beaucoup d'occupations de votre part, oui, OK. Parce qu'il y avait beaucoup, là, je réfléchis à, tu sais, pourquoi tant de télévision aussi, même si c'est à sa demande aussi, mais même nous, en tant que parents, c'est pratique, là, justement, d'utiliser ça un peu comme gardienne. Là. C'est facile, ben oui. Ouais. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est sur l'heure du souper, là, c'était là qu'on disait le plus oui, parce que c'est ça, là, on est dans le barda de préparer le souper puis tout ça. Fait que là, il en écoutait beaucoup. Puis, ce qui arrive souvent, ou encore même là, c'est que il va souvent souper avant nous. OK. Fait que là, il écoute la télé pendant qu'on prépare le souper. Les soupers, mais dont lui. Là, après, il mange pendant qu'on finit de préparer notre souper à nous. Puis là, après, pendant que nous, on mange, là, vu qu'il n'est pas à table avec nous, là, après, il va réécouter la télé encore. Ah, je comprends. C'est ça. Mais ça, c'est pas à tous les soirs comme ça, mais tu sais, c'est quand même, ça arrive plusieurs soirs par semaine qu'ils soupent avant nous. Puis, dis-moi, les 2 grands qui sont avec vous à temps partiel, c'est ça que j'ai compris? Oui, on a une garde partagée. Une garde partagée. Oui. Eux autres, leur rapport aux écrans, tu sais, est-ce que aussi, les grands, ils consomment trop d'écrans, à ton avis? Oui, définitivement. Okay. Mais oui, c'est ça. Sauf que là, ça, c'est un autre enjeu. Tout à fait. C'est juste, en fait, j'essaie de voir, tu sais, le climat autour de Xavier. Là. Donc, il y a des grands frères qui, eux aussi, sont pas mal scotchés à l'écran, c'est ça? Oui, puis eux, c'est plus leur téléphone. OK. Fait que je sais pas, pour lui, comment il interprète ça, parce que lui, dans le fond, on laisse pas, il a pas accès vraiment à un téléphone, là. On lui donne pas notre téléphone ou il prend pas. Des fois, il va comme s'asseoir un peu sur son fer puis regarder qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, c'est pas, c'est plutôt rare, là. Moi, je considère pas que c'est problématique parce que ça arrive pas souvent. OK. Mais c'est sûr qu'il voit ses frères sur leur téléphone, là. Pas pendant qu'on mange, mais tu sais, dans la journée, la fin de semaine. Puis, c'est ça. Aussi, les 2 games, là. Fait que là, le fils à mon conjoint, lui, il a un ordinateur dans sa chambre. Fait que là, Xavier voit moins ça parce que souvent, il ferme sa porte. Mais on a aussi une PlayStation dans le salon. Puis ça, c'est variable. Mais moi, mon fils, il joue des fois, comme c'est des périodes condensées, là, des fois, il joue pas du tout, mais des fois, il joue plus. Fait que là, Xavier, ça, il voit ça aussi, là. OK. Ouais. OK. Et puis, tu sais, je comprends qu'on le lit, on l'entend, que les écrans, il faut faire attention, mais ta motivation à toi de dire, hey, là, c'est trop, il faut que j'intervienne, il faut que je fasse de quoi, ça part, tu sais, qu'est-ce qui fait brûler le feu de ton ventre? Tu sais, pourquoi tu te dis, hey, là, non, ça suffit, là? Tu as parlé de culpabilité un peu tantôt. Fait que c'est sûr que, c'est ça, je le sais, même depuis le début, dans le temps que je trouvais pas que c'était nécessairement problématique, là.
sais, déjà, là, je me sentais coupable de faire ça, puis fait que ça a comme... Mais là, c'était quand même gérable dans ma tête, sauf que là, de plus en plus, c'est ça, à un moment donné, je dis, là, il en fait trop, puis tu sais, justement, mettons, tu sais, on a des temps, là, puis on dépassait amplement les temps recommandés, fait que là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, puis aussi, c'est ça, comme je disais, là, dans le fond, vu qu'il y a un retard de développement, on a vu plein de spécialistes, on voit encore plein de spécialistes, mais fait que là, tout le monde aussi, on avait ce regard-là extérieur qui disait que c'est sûr, c'est pas son retard n'est pas créé par ça, mais c'est sûr que ça l'aide pas à son langage qu'il fasse autant d'écran, puis on était bien conscients. Fait que je pense c'est ça, ultimement, ça a été le push supplémentaire pour dire, OK, là, on a besoin d'aide, puis on a besoin de mettre en place des choses pour diminuer, là. Oui, puis effectivement, tu le soulignes, mais c'est vrai que c'est pas juste les enfants qui ont un retard de langage qui, malheureusement, sont impactés par les écrans, là. Fait que c'est pas bon pour le développement de langage chez tous les enfants. Donc, on le voit même, tu sais, les fameuses émissions qui sont supposées d'être spécialisées pour les enfants, là. À l'époque, il y avait des Baby Einstein, puis là, maintenant, il y a, le Sesame Street, mais toute la gamme d'émissions plus nouvelles que je ne connais pas parce que mes enfants sont rendus trop vieux. Mais même s'ils sont, entre guillemets, designés pour les petits, ça a des impacts négatifs sur le langage. La seule condition dans laquelle, en fait, ça favorise le développement du langage, c'est quand les parents écoutent l'émission et interagissent avec les enfants. Parce que l'idée de base, là, c'est de dire si l'enfant est devant la télévision, bien, il interagit moins dans son environnement avec les adultes qui l'entourent, puis c'est ça qui a un impact sur le langage. Dis-moi, qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant ou mis en place que tu vois des améliorations qui semblent marcher? Bien, on s'est comme mis des règles, nous, les parents, puis on essaie de les respecter. Mais, tu sais, ultimement, on n'a pas eu vraiment de trucs autres que ça, là. Fait que là, tu sais, mettons, je m'étais dit, OK, là, le matin, on n'en écoute pas. Fait que là, déjà, tout le matin, on coupe les écrans. Une habitude de moment sans écran. Oui, c'est ça. C'est bien, ça. Puis aussi, tu sais, parce que c'est ça, je pense qu'avant, tu sais, moi, j'ai un peu, ben ça, c'est moi personnellement, mais j'ai de la misère à dire non comme parent, là. Je sais que c'est comme ça je suis. Fait que, tu sais, il a fallu que je me parle à moi aussi pour justement accepter d'être capable de mettre mes limites, puis c'est ça, de dire non, d'accepter qu'il fasse une crise, là, puis de la gérer. Fait qu'il y avait tout cet aspect-là aussi, puis un autre aspect aussi, je dirais, c'est aussi c'est ça, comme je disais tantôt, on s'en sert comme gardienne. Fait que là, c'est ça. Même la fin de semaine, faire du ménage, comme ça, je pouvais faire ça comme d'une traite, puis ça allait vite, tu sais, puis ça allait bien. Tandis que là, je me suis dit, OK, ben, je vais accepter justement de peut-être segmenter plus qu'est-ce que je suis en train de faire pour quand Xavier vient me chercher pour me solliciter pour aller jouer avec. Ben là, j'arrête. En tout cas, fait que là, ça, c'est ces deux choses-là que je dirais que j'ai faites, mais ça, c'est plus dans ma tête à moi, là. Mais c'est bon, c'est déjà ça. très bien. En fait, c'est vrai que c'est facile de faire garder son enfant par l'écran parce que c'est tellement omnibulant qu'on peut filer un bon moment, hein, sans être dérangé. Puis ça, c'est un attrait que tous les parents reconnaissent, là. Mais bon, encore une fois, ce que j'observe souvent chez les parents, c'est cette ambivalence-là, tu sais, ce désir de mettre des limites, cette nécessité qu'ils ressentent, la culpabilité qu'ils vivent, mais la facilité qu'amènent les écrans. Puis ça, je condamne pas ça, là. C'est vraiment... C'est difficile, justement, de prendre le pas de recul puis de dire, hey, mais jusqu'où va falloir que j'aille dans mes interventions, jusqu'où va falloir que je tolère des crises, tu sais. Puis des fois, on n'a pas l'énergie ou l'envie de se lancer là-dedans. Mais écoute, je vais essayer de regarder avec toi certaines stratégies que je vais te proposer, Super. Qui, je pense, ne te demanderont pas de tout réinventer ta vie. Ah, mais c'est l'objectif. Puis en fait, quand on parle justement d'intervention par rapport aux écrans, là, on va essayer d'aller chercher différents axes. Donc, par exemple, encadrer le temps, mais aussi la posture parentale, le rôle du parent en tant que modèle. Ça a un impact quand même sur la consommation d'écran. Et puis, la régulation des émotions chez les enfants, c'est-à-dire que est-ce qu'on tend l'écran pour calmer le petit? Ça aussi, ça va venir jouer là, sur le temps d'usage. Bon. Mais tout d'abord, si on regarde l'encadrement du temps, tu dis, ben on a décidé de faire un matin sans écran. Fait qu'on a limité le temps, puis là, ça devient une routine claire et précise que les écrans ne sont pas autorisés. Ça, non seulement c'est efficace, mais ça va amener aussi une diminution nette des crises le matin. Pas les premiers jours. Assurément pas. À la limite, quand on impose des règles comme ça, des fois, c'est l'inverse. On a plus de crises pour un temps. Jusqu'à temps que l'enfant comprenne que non, c'est stable, puis cette décision-là va être maintenue. On garde le cap. À ce moment-là, il va cesser éventuellement, il va comprendre que maintenant, c'est ça la règle, il n'y a pas d'écran le matin, il va cesser de les demander. Fait que ça, déjà,
t'as déjà mis ça en place, bravo. Tu sais, on est sur une bonne lignée. Ensuite, ça peut être important d'impliquer les autres membres de la famille, sur un plan médiatique clair. Si, par exemple, vous dites, nous, parents, puis Xavier, pas le droit d'écran le matin, mais que les 2 grands sont à côté de lui avec leur cellulaire à la main, il y a un défi supplémentaire, disons. Puis, je comprends, c'est des grands de 15, 16, 17, je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose, leur faire accepter ça. Cependant, on peut peut-être avoir une meilleure collaboration de juste leur demander de ne pas être dans le même environnement que Xavier s'ils ont à faire ça le matin, s'ils ont à utiliser leur cellulaire ou leur écran le matin. Un peu de se cacher ou de ne pas être source de tentation pour le petit. Okay. Fait que ça aussi, ça pourrait être une option. Ensuite, on n'a pas parlé d'écran dans la chambre. Xavier, il n'y a pas d'écran dans sa chambre? Non. OK, ça c'est important. On retire tout ça des chambres. Puis en fait, même, j'ai envie de dire, on les retire de la vue générale. Donc, si, évidemment, ça devient compliqué de cacher un téléviseur, mais cacher les manettes, cacher les jeux vidéo, puis rendre ça un peu compliqué. Même pour vous, en tant que parent, là, par exemple, s'ils demandent d'avoir accès à la télécommande ou une manette de jeu ou quelque chose comme ça, si vous savez que vous en avez pour 5 minutes à grimper dans le garde-robe, puis à plugger, puis à raccorder, ça va être plus tentant, disons, de mettre une limite claire à ce niveau-là. Alors, je dis toujours, tu sais, même les adultes, là, je suggère toujours d'enlever la reconnaissance faciale de nos cellulaires pour rendre ça un petit peu plus compliqué de l'ouvrir. Alors, plus on se met dans la bûche, plus ça devient complexe et plus on est tenté finalement là, de maintenir la ligne puis de dire, non, on n'ira pas là parce que c'est trop compliqué. Ça demande trop d'étapes. C'est ça, trop d'énergie. Exact. Maintenant, si on décide, par exemple, qu'on a un certain temps de télévision le soir, au retour de la garderie ou des choses comme ça, on s'assure que c'est au moins 1 heure avant l'heure du dodo, parce que sinon, ça peut altérer le sommeil. Mais d'autre part, on va essayer aussi de rester très cadré dans ce temps-là. Donc, si on détermine une demi-heure, c'est pas 35 minutes un soir puis 42 un autre soir. Fait que moi, j'utilise le minuteur du four ou le minuteur, encore une fois, sur un appareil quelconque, là, pour que l'enfant comprenne que, malheureusement, ça, c'est pas un élastique, ça s'étire pas. Alors, c'est ça le temps qu'on t'octroie, puis il n'y a pas une autre petite émission, s'il te plaît, puis ça achève, puis il y a encore quelques minutes. C'est là qu'on vient gruger du temps excessif. Oui. D'autre part, c'est ça, je t'annonçais que j'allais te parler de la posture parentale. Évidemment, les parents, on est des modèles. Les enfants observent sans qu'on le sache tout ce qu'on fait. Alors, ce qui veut dire qu'idéalement, on essaie de limiter le temps qu'on passe nous-mêmes à l'écran en présence de l'enfant. On peut se donner comme, par exemple, stratégie de dire, au moment de la préparation du souper, jusqu'à ce que Xavier soit couché, on va essayer de ranger nos cellulaires dans des tiroirs en quelque part. Là, tu pourrais me dire, oui, mais je vais sortir ma tablette pour faire ma recette. Oui, il n'y en a pas de problème. Tu sais, l'idée, là, c'est de ne pas toujours être interrompu dans sa relation avec son jeune à cause de l'écran. Parce que là, tu reçois un texto, parce que là, il y a un courriel qui rentre, puis tu veux juste aller voir ça, que ça va prendre 1 minute, puis ceci étant, je te blâme pas de le faire parce que ces petits appareils-là sont conçus pour ça, conçus pour happer notre attention, pour nous attirer. Alors, il faut les déjouer, il faut les ranger, il faut les mettre hors de vue. Puis en se faisant des routines comme ça, pour dire, maintenant, on est disponible à autre chose, notamment à Xavier, mais à autre chose qui se passe dans notre environnement, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Là. C'est se rendre service à soi, même si ça peut être difficile. Oui, je peux l'envisager aussi, mais c'est vrai qu'on regarde beaucoup notre téléphone aussi, mon conjoint et moi, tout le temps. Là. Fait que, ça donne pas un bon exemple, mais c'est un bon truc de le ranger. Puis c'est ça, puis je voulais dire par rapport, quand je racontais que là, mon ménage était interrompu, c'est ça, là, j'ai comme perdu dans ce sens-là, mais je trouve que je gagne dans ma relation aussi avec mon fils. Fait que, c'est la même chose si je range mon téléphone, c'est ça, tout le monde est gagnant là-dedans. Là. Et puis, donc, aussi éviter justement de proposer la télévision ou l'écran pour réguler les émotions. Donc, la crise n'est pas facile à vivre, mais elle est nécessaire à vivre parce que c'est à travers sa crise que Xavier va apprendre à se réguler, à gérer son émotion, à faire redescendre sa colère, à aller trouver du soutien auprès de toi, auprès d'un autre adulte. Donc, c'est nécessaire, malheureusement, de vivre cet inconfort-là pour apprendre à le gérer. Encore une fois, tendre l'écran, c'est facile parce qu'on attire l'attention ailleurs, vers des choses plaisantes. Les écrans sont conçus pour amener ce sentiment-là
ça nous remplit, en fait, mais c'est illusoire, là. Alors, ça contribue pas, justement, à une bonne régulation émotionnelle au long terme. Et on peut aussi proposer des activités alternatives. Donc, par exemple, dans le cas de Xavier, tu pourrais prendre une journée ou une demi-journée, peu importe tes talents d'artiste, mais faire avec lui un espèce de catalogue des activités qu'il aime faire, qu'on pourrait afficher ou le laisser consulter, parce que la difficulté de dire, OK, ben s'il n'y a pas d'écran, dans quoi tu peux t'engager, ou par lui-même, en fait, dans quoi je peux m'engager si je ne suis pas face à un écran, des fois, l'idée ne nous vient pas spontanément. Mais si on a cette offre de choix-là, ça devient plus facile. OK, alors Myriam, si tu veux, là, on va récapituler les trucs et stratégies dont on a discuté ensemble. Alors, les grands axes, c'est surtout d'encadrer le temps, d'adopter une posture parentale forte par rapport à l'image ou au modèle que tu offres à Xavier quant aux écrans, de ne pas utiliser les écrans pour réguler les émotions et, bien entendu, surveiller le choix de contenu. OK. Bien, écoute, je te remercie, Myriam, d'avoir abordé tous ces enjeux-là avec beaucoup de transparence, puis je croise les doigts pour que les trucs, les stratégies, mais aussi notre échange puissent aider d'autres familles dans les mêmes problématiques. Fait qu'écoute, je te dis bonne chance pour la suite des choses, puis on se reparle bientôt. OK, bien merci beaucoup. Merci. Bye. En entendant Myriam parler de ses défis, dont avoir des enfants avec un grand écart d'âge, ce qui fait que, inévitablement, ils n'auront pas les mêmes règles et les mêmes rapports avec les écrans, je me demande si ça serait pas plus simple pour elle de construire une machine à voyager dans le temps pour empêcher la création des écrans. Mais blague à part, on sent le désir de Myriam et Rico de changer les choses et d'être proactifs. Avant même la rencontre avec Ariane, il avait déjà mis des stratégies en place pour diminuer le temps d'écran de Xavier. Il était sur la bonne voie. Puis j'espère vraiment que les trucs concrets qu'Ariane leur a donnés vont les aider à continuer sur leur lancée. Ariane, très contente d'être en studio avec toi. Merci. Bonjour, Gabrielle. Et là, on va écouter un message de Myriam pour savoir comment ça s'est passé dans sa famille suite à sa rencontre avec toi. Super. Bonjour Ariane, je t'appelais pour te donner des nouvelles. On a quand même mis en place certains des trucs que tu nous avais donnés pour réduire le temps d'écran de Xavier. Ça va quand même assez bien, je dirais. On a essayé le truc de la minuterie. On le fait pas systématiquement, surtout au début, on y pensait pas toujours, mais dans le fond, dès que ça sonne, on respecte, là, on ferme la télévision, puis Xavier fait des petites crises des fois à ce moment-là, mais on réussit quand même à le faire changer d'idée, puis ça fonctionne bien. On a aussi mis nos téléphones de côté, dans le fond, comme tu avais suggéré, quand on arrive de travailler jusqu'à l'heure qu'il se couche, on le fait pas systématiquement non plus, donc ça, c'est comme on est en train de travailler là-dessus, je dirais. Là, c'est pas toujours facile. Puis des fois, on y pense pas, mais les fois qu'on le fait, c'est vraiment, on passe du temps de qualité avec Xavier, fait qu'on l'apprécie beaucoup. Là, donc, on veut continuer dans ce sens-là. J'ai aussi imprimé des pictogrammes que j'ai trouvés sur Internet pour des activités à faire, dans le fond, au lieu de faire de l'écran. Donc, je l'ai pas, ça fait pas très longtemps qu'on l'a fait, là, fait que Xavier l'a utilisé 2 fois, là, mais ça fonctionne bien quand même parce qu'il me pointe des choses, vu qu'il parle pas beaucoup en plus, là, il me pointe des choses que ça lui tente, puis on dirait que ça lui donne de l'inspiration aussi, là, quand il sait pas trop quoi faire. Donc, merci beaucoup pour tes trucs, on l'apprécie vraiment. Puis, je te dis au revoir. Wow, Ariane, ça me semble très positif ce que Myriam nous dit. C'est très positif, exactement. Je suis bien contente d'entendre ça. Qu'est-ce qui a le plus changé selon toi? En fait, j'ai noté qu'ils ont observé du temps de qualité avec Xavier. Fait que ça, en soi, c'est positif parce que là, on vient de créer un lien qui était peut-être moins facile à ressentir dans le quotidien avec les écrans. Puis j'entendais Myriam dire on a essayé tel truc mais on le fait pas tout le temps, ou on a essayé nos téléphones mais on n'y pense pas tout le temps. Est-ce que c'est grave? Ben en fait, là, faut pas s'attendre à la perfection dès qu'on instaure des choses comme ça. Puis on est humain. Il y a des habitudes qui prennent du temps. Il y a des bénéfices aussi qui tardent à se faire sentir, mais évidemment, plus tu y goûtes, plus tu as le goût d'y goûter davantage. Fait que je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont tout à fait normales là, dans l'habitude de l'installation de nouvelles façons de faire.
Puis qu'est-ce que tu aimerais dire à Myriam et sa famille? Ben, continuez. Lâchez pas. Ça semble, on sent qu'il y a un beau désir, une belle volonté derrière ça, là. Fait que, à ce moment-là, c'est sûr que les choses vont tranquillement se mettre en place, puis ça va s'améliorer. C'est un travail de longue haleine. Oui, exact. Oui, puis c'est jamais totalement gagné. Tu sais, on a beau avoir en place des habitudes, on est, je le répète, humain, puis on peut l'échapper une fois de temps en temps, que ce soit en famille ou que ce soit au plan individuel, là, nos écrans ils nous happent et puis on se rend compte que, oups, on a exagéré dernièrement ou dans la soirée. Fait qu'il faut toujours se réajuster, puis on se laisse cette latitude-là, là. Mais justement, quand on parle du temps d'écran, il existe des recommandations faites par le gouvernement du Québec concernant l'exposition des enfants aux écrans qui sont les suivantes. Donc, pas d'écran avant 2 ans, maximum 1 heure pour les 2 à 5 ans et pour les enfants de 6 à 12 ans, pas plus de 2 heures. Pour les loisirs, là, on exclut le travail scolaire. Ariane, alors pourquoi ces recommandations et suis-je un monstre si je ne les respecte pas? Déjà, point 1, non, tu n'es pas un monstre. Mais en fait, les recommandations, le 0-2 ans, là, on a énormément de littérature scientifique qui a démontré qu'il n'y a aucun bénéfice pour les petits à être placés devant un écran. Fait que donc, même les programmes qui sont destinés pour eux, qui ont été conçus pour eux, ça ne fonctionne pas. Alors, et puis l'impact le plus important qu'on observe, c'est notamment sur le développement du langage. Donc, 0-2 ans, on élimine complètement les écrans. Ensuite, le 2 à 5 ans, en fait, on dit maximum 1 heure, contenu supervisé, idéalement à travers un échange avec le parent. Donc, on donne cette latitude-là un peu pour être de notre temps, mais encore une fois, on a peu d'études qui démontrent qu'il y a un bénéfice à cet âge-là. Les seuls bénéfices, justement, c'est quand l'enfant est accompagné par son parent et que l'écran vient solliciter une discussion ou vient ouvrir sur des apprentissages qui vont être modélisés ou accompagnés par le parent. Et puis ensuite, les 5 ans et plus, encore là, l'idée, c'est de respecter notre ère, hein, on est de notre temps, mais il faut s'assurer, en fait, que les autres activités vont avoir été priorisées. Donc, est-ce que l'enfant a joué? Est-ce que l'enfant a appris, découvert, été actif sur le plan moteur? Socialiser avec les copains. Puis là, si tout ça est bien comblé, ben à ce moment-là, l'écran devient une belle, un beau loisir, mais sans plus, là, autrement dit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui n'y arrivent pas. Est-ce qu'on est des monstres? Est-ce que ça fait de nous de mauvais parents? Non. C'est un idéal vers lequel on devrait tendre. Donc, on devrait se sensibiliser à ces normes-là. Mais bon, puis encore une fois, il y a l'occasionnel et le régulier, là. Si une fois de temps en temps on dépasse, on ne va pas s'auto-flageller. Si à tous les soirs, votre enfant fait 4 ans d'écran, il faudrait peut-être revoir vos pratiques, effectivement, là. Et tu as dit, on est de notre temps, mais justement, il y a un mot là, qui est de notre temps et c'est la technoférence. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? La technoférence, en fait, c'est le bris de communication ou de relation qui s'installe entre le parent et l'enfant quand le parent est trop sur son écran. Donc, le blâme, entre guillemets, dans cette conception-là, porte sur les épaules du parent. Les études ont démontré que les parents qui ont beaucoup référence à leur écran en soirée, par exemple, ou dans leurs interactions, ben ça fait justement un bris de relation, un bris de communication, et ça a un impact direct sur les enfants. Donc, en fait, quand je dis impact direct, il faut faire attention. On n'a pas réussi à faire des causes de lien à effet, mais on fait des liens de corrélation, donc des liens positifs entre plus d'écran, plus de comportements opposants. Alors, voilà, la technoférence, c'est vraiment l'idée à travers laquelle les écrans vont brimer la relation ou la communication. Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme parents? Modéliser le temps d'écran en justement délaissant nos écrans quand on est en lien, quand on est en famille, quand on a un moment de relation avec les enfants et se donner des moments très précis pour aller les consulter, ce qui fait en sorte qu'on a moins tendance à s'y référer à tous les instants. Donc, si par exemple, on se dit, ben quand j'arrive du travail, le 5 à 7 à la maison, là, ça se passe sans écran, mais je vais me donner la permission de 7 à 7 et quart, disons, d'aller vérifier si j'ai des courriels, des textos, des choses à répondre pour le travail, pour les copains, peu importe. Bien, à ce moment-là, on a moins le réflexe de toujours lever l'écran et puis on est moins dérangé, donc on reste en communication ou en lien.
Moi, j'avoue que c'est vraiment un défi que j'ai personnellement de lâcher mon téléphone, de pas le regarder par automatisme. Puis c'est ça, au souper, je me le fais dire, là, maman, ton téléphone sur le comptoir. Parfait, c'est Mais beau. toutes les applications sont faites pour que tu ailles la misère. Je veux dire, tu sais, c'est fait pour nous rendre accros, pour faire en sorte qu'on consulte de façon régulière. Fait que c'est pas parce que tu es faible ou que tu n'es pas capable. C'est qu'ils font bien leur travail, tout simplement. Mais donc, c'est ça. En fait, là, le fait de prendre l'habitude de le faire, de délaisser ton écran, je suis convaincue que tu vas trouver des bénéfices toi-même. Puis une fois qu'on goûte à ça, je le répète, ça nous donne envie de le faire de plus en plus, là. Puis est-ce que ça existe du bon et du mauvais temps d'écran? Tout à fait. En fait, du bon temps d'écran, là, c'est quand ça fait partie d'une activité familiale qui a été décidée et prévue. Donc, on va écouter tel contenu à tel moment en famille pour telle raison. Une soirée cinéma, là, il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, ça crée des liens. Ça fait, tu sais, tout ce qui est aussi échange virtuel, là, par exemple, parler aux grands-parents avec du FaceTime. Donc, il y a plein d'aspects positifs. Découvrir des nouvelles ressources ensemble en famille, faire des jeux vidéo. Tout ça, bien dosé, là, ça a beaucoup de positifs, beaucoup de bons. C'est juste qu'il faut le cadrer, il faut le prévoir, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut qu'il y ait un but, une intention, puis il ne faut pas se laisser happer parce que, encore là, tu sais, si on parle de jeux vidéo, c'est tellement facile de tomber dans la roue là, des récompenses, puis on devient comme plus maître de notre cerveau, à peu près. Alors, c'est ça, il faut garder une vigilance là-dessus. Et aussi, d'un peu dans la même lignée, est-ce qu'il y a des écrans meilleurs que d'autres? Par exemple, la télé versus la tablette ou des trucs comme ça. Là où il faut porter vraiment attention, c'est tout ce qui est contenu à défilement, contenu continu. Donc, quand il n'y a pas de pause, quand il n'y a pas d'arrêt, à ce moment-là, c'est beaucoup plus nuisible parce que c'est comme si ça ne permet pas à notre cerveau de faire un reset, là, je cherche mon mot en français, mais donc de se mettre à neutre puis de repartir là, sur une décision consciente. Donc, on reste omnibulé de petites vidéos en petites vidéos. Et puis, les séquences narratives très brèves aussi, ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur TikTok, des choses, ça augmente une fragmentation de la pensée. Donc, ça fait en sorte qu'on ne réfléchit pas longuement. On ne capte pas une même information sur une durée plus longue. Et ça peut être nuisible sur les capacités d'attention, de concentration, sur notre capacité même à mener une réflexion qui est plus longue et approfondie. Alors ça, il faut doser encore mieux que, par exemple, la traditionnelle télé, où on a des annonces publicitaires qui nous permettent d'interrompre, qui nous permettent aussi de se lever pour aller faire le plein de bonbons et de popcorn. Donc, voilà, ça, c'est moins nuisible en soi. Ben, super, Ariane, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Comme Myriam et sa famille nous l'ont prouvé, c'est pas facile de briser des habitudes, mais on peut y arriver. On va se le dire, là, le temps d'écran, les enfants aiment ça, mais les parents aussi. Hey, qui s'est jamais acheté un 30 minutes de calme en mettant les enfants devant la télé après une grosse journée? Les écrans sont là pour rester et notre travail à nous, en tant que parents, c'est d'apprendre à nos enfants à avoir une relation saine avec leur appareil parce que c'est le début d'une relation à très, 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 très long terme. Puis le meilleur exemple qu'on peut leur donner, c'est nous-mêmes. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la gestion du temps d'écran. Pour écouter d'autres épisodes de GPS, rendez-vous sur le naîtregrandir.com/balado. Nos invités, Myriam, la maman, et Ariane Hébert, la spécialiste. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS Guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir en collaboration avec la maison de production Virage Sonore.